Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux évaluer avec vous la santé financière du consommateur canadien en me fiant sur ce que disent les compagnies cotées en bourse. Avant tout, je vais vous parler des données de l'inflation et de leur incidence sur les taux d'intérêt, principalement les taux hypothécaires. Ensuite de ça, je couvre les résultats financiers de Canadian Tire et de Home Depot. Et à partir de ces informations-là, je vous partage mon interprétation vis-à-vis le changement de comportement des consommateurs. Je vais commencer tout de suite avec l'inflation au Canada. En avril, l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC, ça a progressé de 2,8% sur une période d'un an. Et comme vous vous en doutez, c'est la composante de l'énergie qui est la grande responsable de l'augmentation de l'IPC. Les prix de l'énergie qui ont explosé de 19% avec l'essence à la pompe qui a bondi de 29%. Donc tout ça sur une période d'un an. Évidemment, le problème ne se limite pas juste au prix de l'essence parce que pendant que les coûts énergétiques augmentent, le prix de la nourriture, lui aussi, continue de grimper. En avril, le prix des aliments achetés en magasin, c'était encore à la hausse. On parle d'une hausse de 3,8% par rapport en avril de l'année passée. Et là où ça devient particulièrement frappant, c'est lorsqu'on regarde l'évolution depuis 2019 parce que cumulativement, les aliments achetés à l'épicerie ils ont augmenté de plus de 30% depuis cette période-là. Et honnêtement, 30%, c'est une moyenne du panier, mais dans les faits, l'augmentation réelle est encore pire que ça. C'est juste pour vous donner un exemple, moi, je suis un gros mangeur de steak et je peux vous garantir que le prix des ribeyes s'est augmenté de pas mal plus que 30%. Ça doit être le double de ça. Tout ça pour dire que même si le taux d'inflation global semble avoir ralenti comparativement au choc inflationniste de 2022, où l'inflation avait atteint 8%, les consommateurs canadiens continuent quand même de subir une hausse cumulative du coût de la vie. Et clairement, ça affecte le budget des ménages parce que une famille qui paye son épicerie 30% plus cher qu'en 2019, qui paye davantage pour l'essence, pour les assurances, son loyer ou son paiement hypothécaire, cette famille-là finit inévitablement par couper ailleurs. Et c'est exactement ça qu'on commence à voir au niveau des résultats financiers de plusieurs détaillants. Les consommateurs, oui, ils continuent d'acheter les produits essentiels, mais les achats discrétionnaires, eux autres, ça commence à ralentir. Et cette tendance-là, ça fait quelques trimestres déjà qu'on peut l'observer, ce qui est un signe qu'il y a un certain ralentissement économique. Par contre, avec l'inflation qui repart à la hausse due à l'augmentation du baril de pétrole, les banques centrales sont un peu coincées présentement. Dans le sens que même si l'économie s'affaiblit, la Banque du Canada ne peut pas arriver puis baisser les taux d'intérêt pour venir stimuler l'économie pendant que, de l'autre bord, les prix se mettent à monter rapidement. D'ailleurs, toute cette crainte-là vis-à-vis l'inflation, ça a déjà un impact sur les taux hypothécaires. Il faut savoir que même si la Banque du Canada n'augmente pas son taux directeur, bien, les taux hypothécaires fixes, ils peuvent quand même monter. La différence avec le taux variable, c'est que les taux fixes, eux autres, ils sont liés directement au marché obligataire. Et comme je vous dis, depuis la remontée des craintes inflationnistes, les investisseurs y exigent des rendements plus élevés sur les obligations. On peut le constater avec le taux des obligations canadiennes de 5 ans qui est passé de 2,6% à 3,2% depuis la fin février. Et ça, c'est extrêmement important parce que les banques utilisent justement le marché obligataire pour venir fixer les taux de leurs prêts hypothécaires au niveau des taux fixes. Autrement dit, quand les taux obligataires augmentent, les taux hypothécaires fixes ils vont monter en parallèle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe actuellement. Au début de l'année, on voyait encore des hypothèques fixes sur 5 ans dans les environs de 4%. Aujourd'hui, les taux fixes sur 5 ans sont déjà remontés autour de 4,5 à 4,8%. Et ça, c'est pas idéal pour toutes les personnes qui vont renouveler, mais également pour les premiers acheteurs qui espéraient que les maisons redeviennent un peu plus abordables. Finalement, en 2026, on se retrouve avec des taux hypothécaires qui recommencent à monter.
Et conjointement à ça, on voit aussi des signes de faiblesse du côté du marché du travail. Le taux de chômage qui a atteint 6,9% au Canada et 6,2% dans la province. Depuis le début de 2026, le Québec aurait perdu environ 90 000 emplois à temps plein. Donc on est loin de la pénurie de main-d'œuvre de 2021 et on s'entend que psychologiquement, ça joue sur le comportement des consommateurs parce que même si quelqu'un a un bon salaire, il peut commencer à ralentir ses dépenses s'il devient inquiet pour son emploi. On s'entend que si t'es pas sûr de garder ta job, c'est pas là que tu vas décider de t'acheter une maison ou d'aller changer ta voiture. Au contraire, tu vas essayer de limiter tes dépenses, tu vas essayer de mettre de l'argent de côté juste par précaution. Et c'est pour ça que les résultats financiers de compagnies cotées en bourse, pour moi, ça devient intéressant parce que ça nous permet de prendre le pouls du niveau de confiance des consommateurs vis-à-vis leur propre situation financière. Et c'est ce qui m'amène à vous parler des résultats financiers de Canadian Tire qui ont été publiés il y a 2 semaines. Canadian Tire qui est probablement l'une des entreprises les plus intéressantes à analyser si vous essayez de comprendre le consommateur canadien moyen. Les magasins Canadian Tire, ça touche pratiquement à tout, c'est-à-dire qu'il y a des produits autant du côté de l'automobile, de l'entretien de la maison, on parle aussi d'outils, d'équipements sportifs puis de produits saisonniers. Bref, si le consommateur canadien coupe sur ses dépenses, Canadian Tire va le voir assez vite et justement, même si les earnings semblaient solides à première vue, avec une hausse des revenus de 3,3% et un bénéfice net qui a plus que doublé, malgré ça, le titre a chuté d'environ 5% suite à ces résultats et la raison derrière ça, c'est que le PDG de Canadian Tire, il a décrit les consommateurs comme étant résilients mais plus sélectifs. Et tant qu'à moi, cette phrase-là résume parfaitement l'état actuel de l'économie. Le consommateur, il continue de dépenser, mais il réfléchit davantage avant de le faire. T'sais, le monde compare davantage les prix, il recherche des promotions, des liquidations, des rabais, et surtout, il priorise les besoins plutôt que les envies. Et honnêtement, c'est pas surprenant quand on regarde l'endettement des ménages canadiens. Le Canada qui demeure l'un des pays les plus endettés au monde au niveau des ménages. Et contrairement aux États-Unis qui ont des prêts hypothécaires sur 30 ans, de notre côté, on doit généralement renouveler notre prêt aux 3 à 5 ans. Normalement, c'est à peu près ça les termes. Ce qui fait en sorte qu'en 2026, beaucoup de Canadiens doivent renouveler leur hypothèque à des taux plus élevés qu'il y a quelques années. Donc, pendant que la majorité des Américains ont encore des hypothèques à 2-3%, les Canadiens se retrouvent à renouveler à 4,6, 4,8% s'ils optent pour du taux fixe. Au fait, avec le taux variable qui est encore autour de 4%, c'est sûr que je suis convaincu que ça va amener du monde à choisir le variable sur 5 ans. Et à ce sujet-là, de mon côté, je ne m'attends pas à ce que la Banque du Canada décide de remonter le taux directeur, du moins à court terme. L'économie canadienne est trop fragile pour venir augmenter les taux d'intérêt. Mais je ne m'attends pas non plus qu'à descendre les taux d'intérêt avec l'inflation qu'on voit actuellement. Grosso modo, pour les propriétaires qui vont renouveler, de mon côté, j'aurais une petite préférence pour le taux variable, à moins qu'il y ait des changements drastiques du côté des données économiques. Mais dans tous les cas, les versements hypothécaires plus élevés, ça crée une énorme pression sur le budget des ménages. Et là-dessus, je vais faire une transition vers le secteur de la rénovation résidentielle. En tant qu'actionnaire d'Home Depot, je vais vous parler de leurs résultats financiers qui sont sortis la semaine dernière. Home Depot qui a affiché des revenus de 42 milliards, soit une hausse de 4,8% par rapport au même trimestre de l'année passée. Le bénéfice par action qui a également dépassé les attentes des analystes, mais malgré tout ça, comme les actions de Canadian Tire, le titre d'Home Depot a quand même baissé. Encore une fois, c'est parce que les consommateurs sont plus prudents et ils semblent vouloir reporter leurs plus gros achats à plus tard. Et c'est assez logique dans le contexte actuel. On s'entend, quand les prix continuent de monter, que les taux d'intérêt sont plus élevés et que l'économie devient plus incertaine, bien, les gens ils vont hésiter avant de vouloir refaire leur cuisine ou leur salle de bain. Autrement dit, bien, les gens ils vont éviter de faire des rénovations majeures. Et ça, Home Depot le voit clairement dans ses
ventes. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que l'entreprise tente de miser davantage sur les entrepreneurs professionnels. En date d'aujourd'hui, près de la moitié des revenus de Home Depot proviennent des contracteurs. Parce que les entrepreneurs, eux autres, ils continuent de travailler sur des chantiers, même si le consommateur moyen décide de repousser des projets non essentiels. Il y a quand même des jobs à faire au niveau des rénovations obligatoires, des dégâts d'eau, des trucs comme ça. Mais même là, il faut faire attention parce que si le marché immobilier ralentit trop longtemps, même les entrepreneurs dans la construction vont finir par ressentir la pression, ce qui serait du jamais vu depuis très longtemps. Il faut comprendre que l'immobilier et l'industrie de la construction sont super importants pour l'économie nord-américaine. Pendant plusieurs décennies, l'immobilier, ça a été un moteur économique très puissant au Canada. Quand les taux d'intérêt étaient très bas et que les maisons prenaient de la valeur à chaque année, les consommateurs avaient l'impression de s'enrichir. C'est sûr que dans ce contexte-là, les propriétaires, ils dépensaient plus, ils étaient plus enclins à s'endetter parce que le monde avait tendance à voir leur grosse rénovation comme étant un investissement qui allait donner de la valeur à leur propriété parce qu'ils voyaient le marché immobilier prendre de la valeur d'une année à l'autre. Donc pour eux autres, une dépense dans une maison, c'était simplement un investissement qui allait ultimement se concrétiser. L'autre chose, c'est que dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus de transactions sur le marché immobilier. Donc quand tu emménages dans une nouvelle maison, tu es plus porté à acheter des meubles, à payer pour de la décoration, à financer des nouveaux électroménagers. Mais maintenant que les transactions immobilières ont beaucoup ralenti au Canada, un petit peu moins au Québec, mais ailleurs dans le pays, on le voit davantage, les détaillants dans le secteur de la rénovation résidentielle, nécessairement, ils commencent à le ressentir. Pour conclure, il y a une question importante qu'on peut se poser et la question c'est, est-ce qu'on se dirige vers une récession au Canada et au Québec? Personnellement, je m'attends à une récession depuis 2023, donc là, j'ose plus vraiment faire de prédictions. Ça fait longtemps que j'anticipe un fort ralentissement économique, mais disons qu'avec la hausse des prix au niveau des dépenses essentielles, avec le taux de chômage actuel, le ralentissement du marché du travail, je peux vous dire que notre économie de consommation, elle tient à pas grand-chose, même si j'anticipe pas une hausse des taux d'intérêt du côté de la Banque du Canada. L'économie canadienne, pour moi, elle est très fragile et ça prendrait pas grand-chose pour qu'on se dirige effectivement vers une récession. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à me suivre sur Spotify, à laisser une évaluation de 5 étoiles ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.